Monsieur le Président de séance, Messieurs les académiciens, les professeurs, directeurs et officiers généraux, j'ai l'honneur de vous présenter le retour d'expérience d'une mission inédite du service de santé des armées qui a mis en œuvre depuis janvier 2015 et encore actuellement opérationnel, un centre de traitement des soignants à Conakry, en Guinée, dans le contexte d'épidémie de fièvre hémorragique à Ebola. Voici l'équipe médicale que j'ai dirigée et pluridisciplinaire, issue des différents hôpitaux et qui a assuré le premier mandat de cette mission Ebola entre janvier et mars 2015. Comme vous le savez, une épidémie de grande ampleur à virus Ebola existe en Afrique de l'Ouest depuis début 2014, qui a débuté en Guinée forestière et qui s'est étendu aux pays voisins. L'agent pathogène est connu, c'est la souche Zaïre du virus Ebola, qui est un filovirus à ARN enveloppé, hautement contagieux et à haute létalité, qui est fragile et qu'on peut détruire à l'eau de Javel, mais qui peut résister en milieu extérieur sur des surfaces et objets souillés par les liquides biologiques des patients symptomatiques. Le réservoir de virus, c'est la chauve-souris qui est porteuse saine, frugivore, et dont les déjections contaminent les singes dans une circulation virale en forêt, avec des foyers épisodiques. La rencontre avec l'homme, elle est accidentelle. C'est un chasseur de brousse qui généralement se contamine au ramassage de singes qui meurent de la maladie Ebola, ou au dépeçage ou préparation ou consommation de viande. Et il va développer à ce moment-là une maladie virale aiguë d'incubation courte, et il va contaminer l'entourage familial et communautaire par transmission interhumaine, contact direct cutaneo-muqueux, alors qu'il est symptomatique, virémique, excréteur. Et donc les facteurs de risque de contamination, ce sont les soins aux patients en milieu communautaire, ce sont les femmes qui soignent généralement, mais également en milieu de soins, transmission nosocomiale, manipulation des cadavres, en particulier au moment de rites funéraires qui sont très particuliers à la région de l'Afrique de l'Ouest, et exposition directe à des objets ou surfaces souillés par les liquides biologiques des patients. La première épidémie Ebola date de 1976, décrite donc à Yamboukou, au Zaïre, près de la rivière Ebola, et depuis, un certain nombre de petites épidémies sporadiques, limitées dans le temps et dans l'espace, circonscrites et en milieu rural, ont été décrites en Afrique centrale, Ouganda, Soudan, Zaïre, Gabon. Haute létalité, 50 à 80% de létalité, mais finalement moins de 1500 décès au total, et une maladie donc à expression hémorragique, la diarrhée noire. En début 2014, l'épidémie Ebola qui démarre en Guinée est beaucoup plus prolongée, beaucoup plus importante, et touche déjà actuellement plus de 26 000 cas et a fait 11 000 décès sur les 3 pays les plus touchés. Avec également donc des humanitaires rapatriés, évacués sanitaires en Europe et aux États-Unis, avec des cas d'importation et des cas secondaires, également donc des pays frontaliers comme le Sénégal, le Mali, le Nigeria qui ont été touchés. Donc actuellement 26 000 cas, 11 000 décès. C'est une catastrophe sanitaire, un désastre sanitaire et socio-économique dans ces 3 pays. Et l'OMS a déclaré une alerte sanitaire mondiale à l'été 2014, ce qui a enclenché une mobilisation nationale et internationale de mise en place d'une riposte contre Ebola au plan médical, sanitaire et sociétal. L'épidémie s'est effectivement diffusée largement dans ces 3 pays parce que c'est une région qui est non préparée, non immunisée contre le virus, avec des structures sanitaires qui ont été rapidement débordées, dépassées, avec une population qui est pauvre, une population qui est dense, et 3 capitales ont été atteintes, et une population qui bouge beaucoup, très mobile, et le virus va voyager en taxi-brousse en suivant la piste et les routes, et même les morts voyagent et restant contaminés jusqu'à la tombe. En Guinée,
3600 cas confirmés, 2400 morts, avec une situation qui est difficile en Guinée, actuellement toujours, du fait de problèmes d'identification et de prise en charge sécurisée des patients infectés, de suivi des contacts, d'enterrement non sécurisé avec des réticences de population, en particulier dans certains quartiers de Conakry. Conakry qui est devenu l'épicentre de l'épidémie et où le suivi est beaucoup plus difficile. Il y a également donc, du personnel soignant qui a été atteint et qui a déjà payé un lourd tribut à cette épidémie, avec plus de 220 soignants confirmés, plus de 110 décédés, ce qui a contribué à la désorganisation des structures sanitaires à Conakry et dans les environs de Conakry, en particulier près de la région frontalière avec le Sierra Leone, à Forêt-Caria. Ces patients, ces soignants se contaminent soit en action de soins, en milieu de soins, transmission nosocomiale, soit en action de soins dans leur famille et en milieu communautaire, sans protection, sans éléments de protection, et avec des membres de la famille qui meurent et qui les accompagnent aux funérailles. Alors dans ce contexte, la France a répondu à la demande d'aide de la Guinée avec le président de la République qui a décidé en septembre l'envoi d'un hôpital militaire de campagne en Guinée. Et donc un groupe de travail et une task force Ebola interministérielle a été constitué en octobre pour coordonner l'aide internationale. Et le service de santé des armées a reçu une double mission. D'abord celle de créer un centre de formation des soignants à Manéa, près de Conakry, consistant à former les recrutés locaux aux procédures de biosécurité pour ensuite armer les centres de traitement Ebola répartis sur le territoire guinéen. Et la deuxième mission, ça a été de concevoir, de déployer et d'armer un centre de traitement des soignants exposés, infectés par le virus Ebola. C'est une structure spécifique dédiée à tout soignant exposé, suspect d'être infecté ou infecté confirmé dans le cadre de structures de santé publiques ou privées ou de centres de traitement Ebola, et également structures ouvertes à tout humanitaire, national ou international, impliqué dans la lutte contre Ebola. C'est une unité médicale opérationnelle déployée donc en décembre, armée à partir de janvier 2015. C'est un hôpital médical modulaire, sous tente, climatisé, avec des chambres individuelles en structure d'isolement et protecteur. Ce CTS, ce centre de traitement des soignants, répond à plusieurs principes. Celui d'un environnement sécurisé. Il est localisé sur une base aérienne militaire à proximité de l'aéroport international de Conakry en cas d'éventuelle évacuation secondaire. C'est un site protégé, donc pas d'accès direct à la population. Site clôturé, propre, sans rejet d'effluents contaminés, avec destruction par incinération de tous les déchets de soins. C'est un centre autonome, en personnel, service de santé des armées et soutien militaire, autonome également en ravitaillement sanitaire, autonome en capacité de laboratoire, avec pour la première fois un laboratoire de niveau P3 déployé sous tente dans cette structure. Et il reste intégré à l'organisation et à la coordination de la riposte Ebola en Guinée, dans le cadre des réseaux de centres de traitement Ebola, en travaillant avec les organisations internationales sur le terrain, le CDC d'Atlanta, l'OMS, les Nations Unies et les ONG présentes, MSF, Croix-Rouge française. Donc localisé à proximité de Conakry, qui est situé sur une presqu'île, difficile d'accès, à proximité de l'aéroport. Le personnel qui a armé ce centre, ce sont 130 personnels militaires, tous volontaires, 70 éléments santé issus des différents hôpitaux militaires et du régiment médical, avec 15 médecins, 5 internistes, un infectiologue, 2 réanimateurs, 2 biologistes, un épidémiologiste, une psychologue, une quinzaine d'infirmiers, une vingtaine d'aides-soignants auxiliaires sanitaires, 4 techniciens de labo. Et un soutien militaire pour une mission interarmes avec 50 personnels, dont des éléments du régiment de dragons spécialisés dans le risque NRBC et qui est habitué aux procédures de désinfection, décontamination et à l'habillage, déshabillage en tenue de protection et qui a participé donc à l'aide
à l'habillage, déshabillage et à la gestion des dasseries, incinérateurs et morgues. La structure est complexe, c'est une structure donc déployée sur une dalle en béton, hors d'eau, sur 1500 mètres carrés, sous tente, avec compartimentée en 3 zones fonctionnelles santé, une zone verte, une zone orange, une zone rouge. La zone verte correspond à l'unité médicale de transit qui assure le soutien médical du détachement et qui est un mini-hôpital pour la pathologie non Ebola. Une pharmacie à usage interne et base logistique qui gère les ravitaillements sanitaires et médicaux avec essentiellement des produits tournés vers la symptomatologie Ebola, mais surtout des produits d'hygiène et de protection des soignants, des stocks de tenues de protection, quelques achats locaux pour guinéisation de la prise en charge des patients, à savoir des moyens de communication, téléphone portable, poste radio, tablette numérique pour rester en lien et rompre l'isolement pendant l'hospitalisation, ainsi que tapis de prière pour s'adapter au culte. Une tente de PC médicale qui a pour fonction la régulation des entrées-sorties et la permanence médicale et paramédicale dans le suivi des patients hospitalisés en zone rouge, avec dossier informatisé, transmission, planification, organisation des actions de soins, notification en temps réel sur les fiches OMS pour les cas suspects et confirmés. En zone orange, un laboratoire qui comporte donc une zone de paillasse et d'automates pour les analyses biologiques et biochimiques de routine, mais donc surtout une zone P3, de niveau sécuritaire P3, avec une chambre à dépression négative et des boîtes à gants qui permettent à l'équipe labo protégée en EPI d'inactiver, de techniquer les tubes et les prélèvements infectés et de faire une inactivation virale, puis une extraction du virus et une amplification de l'ARN du virus par réaction RT-PCR qui permet le diagnostic et le suivi de la maladie virale Ebola avec des résultats semi-quantitatifs de charge virale exprimés en cycle threshold. Lorsque le cycle threshold est élevé, la charge virale est basse, et inversement, lorsque le CT est bas, la charge virale est élevée. Une zone orange avec essentiellement les sas de transfert de matériel et les vestiaires et sas d'habillage et déshabillage du personnel s'équipant en équipement de protection individuelle complet. La zone rouge, elle, comporte 3 zones fonctionnelles, une zone d'hospitalisation Ebola, d'isolement, en sous-tente climatisée, en chambre individuelle, à usage unique, vinylisée, équipée, connectée, vidéosurveillée. L'équipement étant un lit et un siège percé, plus des kits d'hygiène, des couloirs à bas risque, des couloirs de circulation à haut risque, des containers de dasserie. Capacité 10 lits, dont 1 lit de soins intensifs pour assurer la réanimation hydroélectrolytique massive avec voie veineuse centrale, éventuels besoins transfusionnels, nutrition parentérale. Une zone d'accueil transit indépendante, également sous tente et en chambre individuelle, 5 lits pour accueillir les cas suspects ou probables, symptomatiques, en chambre d'isolement avec des mesures de biosécurité maximale pour éviter toute transmission entre les patients. Une tente H+, qui est un micro-CTS et qui était, lui, dédié au personnel santé du détachement en cas de fièvre ou symptômes évocateurs d'une transmission nosocomiale, jusqu'à obtention des résultats de PCR Ebola, et la plupart du temps c'était de la pathologie non Ebola. Donc la priorité absolue dans le fonctionnement de cette structure, c'était la biosécurité pour empêcher la contamination des personnels et éviter la transmission entre les patients suspects. Le personnel amené à intervenir en zone rouge, en hospitalisation Ebola, devait s'équiper d'un scaphandre étanche, complet, avec cagoule, masque, gants, surbottes, tablier de soins, de manière à être complètement protégé, aucune peau exposée, susceptible d'être exposée à la projection de liquide biologique. Le travail était toujours organisé au moins en binôme, sous surveillance, avec des moyens de communication en zone rouge, avec un temps d'intervention limité à 1 heure, ce qui implique une organisation, planification des tâches médicales et paramédicales
de manière très structurée, sans précipitation, sans raccourci, toujours en respectant les impératifs de biosécurité, pour éviter la contamination, des malaises, des coups de chaleur et des accidents d'exposition virale, tout en assurant des soins continus, en discontinu, avec rotation d'équipes en binôme en permanence, des soins de support, des soins curatifs, des soins nutritionnels, des soins d'antalgie et des soins d'accompagnement et de support psychologique pour des soignants. Ce sont des soignants qui connaissent toute la maladie, qui en ont vu mourir beaucoup et qui ont peur eux-mêmes de mourir et qui se confient à nous de manière à pouvoir sortir guéris. Et l'objectif, c'est guérison. Le bionettoyage était assuré non pas à grande eau, mais à la lingette javellisée, et la gestion des excrétas, fondamentale dans cette maladie, était gérée par inactivation à l'eau de javel, gélification et containerisation, puis incinération. Les circuits de biosécurité étaient respectés avec des circuits patients, des circuits soignants, des circuits matériels, prélèvements, dasseries. Les sas d'habillage, déshabillage étaient encadrés, surveillés, guidés dans ces étapes importantes pour éviter toute contamination, en particulier au déshabillage au niveau oculaire et cutané. Alors bien sûr, ça engendre des contraintes de travail en milieu tropical, avec effectivement 1 heure de travail en EPI égale toujours au moins 1 degré pris au minimum, 2 litres de sueur perdue et une tachycardie à 160 enregistrée, on a fait l'étude. Avec donc quelques chiffres, effectivement, 25 personnels à chaque fois impliqués jour-nuit pour des soins en zone rouge, en binôme, et du personnel militaire de soutien d'astreinte pour habillage, déshabillage et gestion des dasseries à incinérer, 50 containers par jour. Aucun accident d'exposition virale significatif chez nos soignants, que des petits incidents mineurs de déplacement de masques ou de cagoules au déshabillage, avec exposition de peau, mais ensuite donc désinfection au daquin, traçabilité de l'incident et surveillance pendant 21 jours. L'activité médicale du centre de traitement des soignants pendant les 3 mois a permis la prise en charge diagnostique et thérapeutique de 45 soignants symptomatiques. 23 étaient des soignants suspects émanant de centres de traitement Ebola, employés par des organisations non gouvernementales en centre de traitement Ebola, des infirmières françaises en particulier, des médecins, des logisticiens, des hygiénistes, qui étaient acheminés vers notre CTS par avion ou par hélicoptère, en caisson d'isolement, ou en ambulance décontaminable, en fonction de l'éloignement de leur lieu de travail par rapport à notre CTS. Et ils étaient admis en centre accueil transit d'isolement protecteur pour analyse du risque de contamination, analyse clinique avec examen complet en EPI, recherche de signes de gravité et de foyers infectieux, analyse biologique, test de diagnostic rapide, en particulier PALU, et biologie de routine, et PCR Ebola. Il en fallait 2 négatives à 48 heures d'intervalle pour infirmer le diagnostic Ebola, et donc à ce moment-là retenir un diagnostic différentiel alternatif, en particulier PALU à falciparum, accès simple à 6 reprises, traité par artésime, des diarrhées invasives fébriles traitées par antibiothérapie, infection respiratoire traitée également par antibiothérapie. Les cas confirmés Ebola sont au nombre de 22, 18 hommes, 4 femmes en 3 mois, hospitalisés en zone rouge, âge moyen 32 ans. Ce sont tous des soignants guinéens, employés hors CTE, dans des structures de soins publiques ou privées, 8 médecins, 5 infirmiers ou agents de santé, 2 ambulanciers, 1 laborantin, une sage-femme, 2 praticiens. Ils ont tous transité par des centres de traitement Ebola de la région de Conakry, avec une évaluation du risque. En fait, ils s'étaient contaminés soit en milieu de soins, sans protection et dans des structures sans triage, ou en milieu familial communautaire auprès de leur famille et en participant à des funérailles. La présentation clinique, elle est commune à tous à l'entrée, avec un syndrome d'altération massive de l'état général, fièvre élevée, à pouls dissociés, prostration, un syndrome digestif qui est également marqué avec nausées, vomissements, diarrhée profuse et colériforme non sanglante au début, avec des douleurs abdominales et un syndrome algique également important avec des céphalées, des douleurs thoraciques, dysphagie et des arthromyalgies.
Ils ont tous l'œil rouge par injection conjonctivale bilatérale. La biologie est commune avec à l'ANF une leucopénie initiale, une hémoconcentration, une thrombopénie modérée, une insuffisance rénale et hypokaliémie variable, une hépatite marquée, prédominant en azote, plus de 10 fois la normale, une rhabdomyolyse est marquée avec des dédimères également élevés. La PCR Ebola est positive à charge virale variable. Et on distingue donc deux profils en sachant qu'il y a une corrélation entre le niveau d'azote et la charge virale et qu'il y a une association à la mortalité entre le degré de l'hépatite et de l'insuffisance rénale. Donc deux formes, la forme modérée et la forme sévère avec des signes de gravité qui permet de moduler et d'individualiser, de personnaliser le traitement symptomatique avec un monitorage clinico-biologique et réévaluation récurrente. L'essentiel du traitement, c'est la rééquilibration hydroélectrolytique avec un remplissage parentéral par voie veineuse centrale ou périphérique, 4 litres de ringer lactate dès le premier jour, puis des dizaines de litres dans les jours suivants, avec un traitement antalgique car c'est une maladie douloureuse, un traitement anxiolytique car ils ont peur de mourir et car il y a aussi des complications neurologiques de type encéphalopathie, agitation et ils se déperfusent volontiers en s'agitant. Traitement de confort digestif avec antispasmodique, Tiorfan Imodium, Largactil pour lutter contre le hoquet, Cétron et IPP, visée hémostatique avec du plasma lyophilisé riche en facteurs de coagulation, les traitements des co-infections avec, en cas de TDR palu positif, artésunate IV, déparasitage par Zintel, antibiothérapie à large spectre, couvrant les germes digestifs et les translocations. Le point clé du traitement Ebola, c'est la thérapie IV, mais également une prise en charge globale est nécessaire avec un support nutritionnel, un support psychologique individualisé et communautaire en maintenant le lien pour rompre l'isolement pendant cette phase d'hospitalisation en permettant des visites en espace communautaire à visage découvert mais avec un périmètre de sécurité, en respectant la dignité du patient soignant et en prenant en compte la représentation de la maladie et ses conséquences communautaires car ce sont des patients qui sont ébolatés, damnés, rejetés, condamnés et il faut préparer la guérison et la réinsertion socio-professionnelle et le retour. Les traitements spécifiques à disposition, c'était le favipiravir, qui est un antiviral par voie orale. 100% de nos patients ont été inclus dans le cadre d'une étude pilotée par l'INSERM, avec 24 comprimés le premier jour à avaler, ce qui est difficile quand ils sont nauséeux, et avec 10 comprimés par jour ensuite pendant 10 jours, avec monitorage clinico-biologique. Sérum de convalescent assuré au CHU de Conakry à partir de plasma de 2 donneurs guéris d'Ebola. Les patients guéris sont communs, sauf qu'en deuxième semaine, après 15 jours d'hospitalisation en moyenne, on voit apparaître de l'uvéite et des arthrites, focalisation périphérique. Leur charge virale était moyenne. Les patients guéris on voit leur sortie préparée, célébrée, pour une réinsertion, un suivi des séquelles à long terme. Les patients décédés, il y en a eu 6. D'accord, ok. Ils sont décédés de complications neurologiques, hémorragiques et hémodynamiques avec des syndromes de défaillance multiviscérale au 5e jour en moyenne. La comparaison donc, entre les survivants et les décédés au plan clinico-biologique apparaît ici. Les thérapeutiques engagées, ça a été à chaque fois de la réanimation hydroélectrolytique, du plasma lyophilisé, mais également l'antibiothérapie à large spectre. Les patients décédés, ok. Donc cette prise en charge de soignants connaissant leur maladie est médicale, globale, optimisée, avec des contraintes et des conditions très particulières dans ce centre de traitement des soignants. La maladie virale reste une maladie aiguë, grave, à haute létalité, c'est une maladie de la pauvreté. Et cette mission nous a montré donc, la capacité opérationnelle du service de santé des armées à répondre à une crise sanitaire complexe, à risque biologique, avec un travail d'équipe volontaire, préparé, formé, avec acquisition d'une expérience de terrain et en même temps une confrontation individuelle et collective à notre engagement de soignants dans des conditions exceptionnelles. C'est la contribution à la lutte contre Ebola en Guinée et à la rassurance des soignants, en sachant que le CTS était au cœur de structures de lutte, avec une stratégie de lutte qui reste la même, prise en charge sécurisée des soignants et des patients précoces en milieu protégé, avec suivi des contacts, avec enterrement sécurisé, mobilisation sociale, formation des soignants, essai vaccinal,
en cours. L'épidémie est actuellement sous contrôle avec une incidence à moins de 10 cas confirmés par semaine actuellement, mais la situation n'est pas finie. L'épidémie reste encore potentiellement active à Conakry et la lutte et la vigilance est de mise pour éviter que l'épidémie ou l'étincelle Ebola fasse exploser la poudrière guinéenne. Je vous remercie.